Qui suis-je? Je n'en sais rien du tout. Je pourrais dire, une universitaire, une autrice, une bijoutière. Je fais aussi des divers arts, enfin bon, je pratique diverses choses. Et je suis surtout spécialisée dans les essais. Et je travaille sur le féminisme, le queer et une sorte de dimension post-patriarcale dans le travail. Donc, par exemple, j'ai écrit un roman, La Vestale du Calix, au départ, qui était un roman post-patriarcal dans un monde où il n'y aurait plus de patriarcat. C'est assez courant en SF, hein, c'est pas du tout une démarche en soi très originale. Et là, récemment, mon livre, c'est Libertois Cyborg, le pouvoir transformateur de la SF féministe, publié chez Cambourakis, qui met en œuvre une sorte de manuel de survie pour personnes féministes voulant avancer dans la forêt, si je puis dire, touffue de la SF masculiniste, qui reste assez dominante. On a l'image d'une SF très très masculine, très centrée sur le commandement de bord, sa copine à la belle plastique, et les extraterrestres violeurs de femmes, enfin une espèce de... Disons que tout le viol à la française se répercute énormément chez certains auteurs notamment, et la SF est écrite majoritairement par les hommes. Je pense à un article de la grande dame de la SF, Joëlle Vintrebert, dans Le sexe de ta plume, dans le Cafard cosmique, elle montre notamment comment il y a une espèce de prédominance masculiniste dans la SF qui étouffe complètement les voix féminines déjà, et encore plus les voix féministes. A priori, SF et féminisme, ça va pas ensemble. C'est deux choses complètement antagonistes. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver à créer ce manuel de survie, cette première liste de lecture pour toute personne LGBT, assignée femme, assignée homme ayant conscience de l'être, c'est-à-dire pas assigné homme n'ayant aucune conscience de rien, c'est pas de ces hommes-là dont on parle, mais bon, disons les personnes queer capables d'aborder ce genre de littérature et qui ne trouvent pas dans le dédale des canons masculinistes de cette littérature chaussure à leurs pieds. C'est un peu vrai quand on pense finalement qu'au départ, les garçons ne faisaient rien, mais elle, Marie Shelley, pendant que les garçons s'amusaient sur le lac, l'aimant à canoter, elle écrivait pendant ce temps-là Frankenstein. Toute la troupe était en vacances au bord du lac Léman, et elle a été la seule finalement à travailler avec le docteur que Byron emmenait continuellement avec lui, le docteur Polidori, qui a écrit son histoire de vampire. Mais tout le monde dans l'affaire devait écrire un texte sur les vampires, et qu'est-ce qui est sorti ? C'est Marie Shelley. Donc il y a ce début, et puis il y a aussi énormément de choses qui sont un peu passées sous silence. Je pense à la réédition de Herland de Charlotte Perkins, en français, elle a quand même tenu une revue à elle toute seule, elle était l'unique rédactrice. Quelle solitude, quand on y pense, par rapport à l'équivalent masculin des cohortes d'hommes, de l'homo, comme on dit, homosocialité. On n'était pas du tout dans cette perspective-là. Donc, en fait, la SF est jalonnée de travaux féminins. Je ne sais pas pourquoi je cite uniquement ces deux-là, on pourrait continuer et dérouler la liste, mais ces travaux de SF, enfin, ces romans, ces études, ces réflexions ne sont pas du tout valorisées et n'apparaissent pas. Elles commencent à sortir un peu comme des petites plantes, mais pendant très longtemps, elles ont été complètement étouffées sous la domination de la SF masculiniste triomphante. Quand je dis masculiniste, je pense pas seulement écrite par des hommes, je pense aussi masculiniste, ça veut dire développant des valeurs de type patriarcal, qui sont par exemple la lignée paternelle, on peut prendre Star Wars comme exemple, c'est tellement simple, je suis ton père, le fils, la transmission du père au fils, la lignée paternelle, des valeurs du type, c'est pour ça quand on me demande qui suis-je, j'en sais rien par définition, puisque je suis une femme assignée telle, je suis assignée femme, donc je sais pas qui je suis, je peux pas le savoir et ça m'intéresse pas, puisqu'il y a que l'homme qui dit qui suis-je, où vais-je, que va-t-il m'arriver, etc., qui s'intéresse tant à son destin personnel, et ça aussi c'est la dimension patriarcale. C'est-à-dire c'est pas seulement des histoires avec des super-héros, que ce soit des super-héros ou des super-héroïnes, c'est exactement pareil. Le truc, c'est qu'il y a tout un déroulé d'histoires patriarcales, et c'est pour ça que l'histoire du langage est très importante, raconter des histoires non patriarcales.
c'est extrêmement important, mais avant ça, il faut arriver à prendre conscience de ce qui fait l'histoire patriarcale. C'est pas seulement d'avoir un héros masculin, comme 98%, j'imagine, je dis le chiffre au hasard, mais ça doit être à peu près ça, des héros qui existent actuellement. Même une héroïne patriarcalisée peut apparaître dans un schéma de type patriarcal, donc marqué par l'idée de la gloire, l'idée qu'on a une hiérarchie entre les personnes de type vertical, l'idée que la destruction du monde est le but final, l'idée qu'il faut combattre, l'idée qu'il faut se structurer comme un combattant ou pourquoi pas une combattante, qu'il faut avoir aussi cette espèce de lignée de fils au père, etc., de père en fils, comme on voit dans Star Wars et dans des tas d'autres exemples, et l'idée aussi qu'on grave dans le marbre la lignée, enfin une espèce de... tous les tombeaux, la vision de la mort est très particulière dans le patriarcat, quand on y pense. C'est une vision absolument terrifiante par rapport à d'autres visions de la mort, mais le patriarcat est aussi défini par sa propre vision de la mort, il me semble, c'est-à-dire cette façon de vouloir graver dans un marbre éternel sa lignée qu'on considère comme très importante, et on voit éroder ce marbre naturellement au fil des millénaires. Donc une disparition programmée de cet héroïsme de façade qui n'est constitué que de combats, que d'affrontements. La seule chose qui intéresse les gens, ça semble être l'affrontement. Il n'y a qu'à voir n'importe quoi, les émissions de télé, j'en vois jamais, j'ai pas la télé, mais c'est sans cesse basé sur l'affrontement, des choses frontales comme ça, et sortir de cette logique-là pour raconter d'autres histoires. À mon avis, c'est ça l'enjeu de la SF. L'enjeu du langage, l'enjeu des histoires que la science-fiction peut développer dans l'avenir. C'est peut-être un des rares domaines où c'est possible. Alors, quand on dit SF, c'est sûr qu'il y a quelque chose toujours d'un peu, je dirais, désuet. Enfin, on a l'impression, je pense à Ballard, qui disait, finalement, la passion du cosmos, ça aura duré 15 ans dans les années 60-70. Et il n'a pas tort, ça n'a plus aujourd'hui l'ampleur que ça a eu à cette époque-là. Donc, le problème, c'est déjà, quand on parle de langage, le mot science-fiction. Science-fiction, c'est quoi science-fiction? Ça donne quoi comme idée? Quelque chose d'un peu années 50, un peu désuet. Et donc il faut réinjecter quelque chose dans le mot science-fiction pour qu'il apparaisse comme éminemment queer, éminemment moderne. Et je pense que c'est en cours, qu'aujourd'hui la science-fiction sera queer ou ne sera pas. Il n'y a pas d'autre solution. C'est plus possible d'écrire des histoires de types qui dirigent des vaisseaux. C'est fini. Le vaisseau spatial, c'est fini. Alors on emploie le terme science-fiction, mais la science n'est plus la même science que dans les années 60-70, il me semble.